L'adieu des Français. Louis Pradel, 20 ans de gestion, une succession difficile. Entre Giscard et Chirac, les radicaux font le point. À Londres, la chanteuse Joan Baez aux côtés des Irlandaises de la paix. Comment les Suisses ont réussi à vaincre l'inflation, c'est le dossier du journal. Le roulement du deuil se gonfle et rebondit sur les pierres claires de la cour carrée du Louvre. André Malraux, à qui la France rendait hommage, était sans doute plus présent, là, en cette minute, que dans le petit cimetière de Verrières-le-Buisson. Dans ce palais construit par les rois étaient réunis ce soir tout ce que Malraux aimait. L'art, ses sculptures, ses peintures, sa recherche, sa chaleur. Une certaine idée du courage et de la dignité humaine dont ses anciens compagnons de combat restent les témoins. Un visage de la France que sa vie a dessiné et dont l'héritage est assuré par ceux qui sont venus ce soir lui rendre hommage. Puisque tous les Français savent qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Victor Hugo, il est bon de leur dire qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle André Malraux, parce que l'honneur d'un pays est fait aussi de ce qu'il donne au monde. Depuis que la mort a figé sa vie en destin, pour toutes les tendances de l'opinion française, pour tous les écrivains, les peintres et les sculpteurs, pour tous ceux qui ont admiré l'homme, son action et son œuvre, des États-Unis à l'Inde, au Bangladesh et à la Chine, de la Grèce à l'Afrique et au Brésil, c'est la même tristesse et c'est le même respect pour ce noble et exigeant témoin de la condition humaine. Puis la voix et la pensée de Malraux, celle du discours de l'Acropole en mai 59, le droit à la culture. L'homme moderne appartient à tous ceux qui vont tenter de le créer ensemble. L'esprit ne connaît pas de nations mineures, il ne connaît que des nations fraternelles. Les peuples qui n'ont pas de chant ne se battent pas, a dit Emmanuel d'Astier. Le chant des partisans, qu'il chanta au Vercors, était ce soir l'adieu, vraiment, à Malraux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement français a donc rendu, en présence du chef de l'État, un hommage solennel. Vous venez de le voir à André Malraux. Hommage à la fois simple et poignant, hommage au créateur, à l'homme de l'art et des lettres, au ministre, à l'homme politique. Bref, hommage au Malraux de toutes ses vies, Malraux qui repose dans le petit cimetière de Verrières-le-Buisson, dans le silence et la paix. Hasard des destins, mais surtout coïncidence de l'actualité, alors que la silhouette de cet intellectuel de génie s'estompe, un homme du concret et des choses disparaît. À son tour, Louis Pradel, le maire de Lyon, est mort aux premières heures de cette journée. C'était à sa manière lui aussi un créateur. Pendant 19 ans, à la suite d'Herriot, il a régné en maître sur le destin de Lyon, la deuxième ville de France. Il s'est éteint ce matin, quelques semaines seulement après avoir quitté son bureau presque de force, épuisé par la maladie. Après 19 ans de pouvoir sans partage, Louis Pradel, Zizi, comme l'appelaient familièrement ses administrés, habitués aux bons mots et aux formules à l'emporte-pièce de leur mère, Louis Pradel laissera le souvenir d'un bâtisseur insatiable. Sous l'impulsion de cet homme qui ne cachait pas sa passion pour le béton, Lyon, la capitale bis de la France, comme on aime à dire là-bas, Lyon devait complètement changer de visage. En 20 ans, les travaux engagés par Louis Pradel auront été considérables.
Achèvement du tunnel sous la Croix-Rousse, tunnel sous Fourvière, complexe autoroutier de Perrache, rénovation du quartier de Pardieu. Et les Lyonnais lui doivent aussi d'avoir, comme les Parisiens, un métro et un aéroport international, celui de Lyon-Satolas. Héritier d'Édouard Herriot à la mairie de Lyon, Louis Pradel, qui avait été un temps radical socialiste, se voulait apolitique, avec une parenthèse pourtant, lors des dernières élections présidentielles, où il avait appuyé Valéry Giscard d'Estaing. Il refusait toutefois de se considérer comme un homme de parti. Il y a 56% de gens qui votent à gauche, qui approuvent aussi, qui disent que je fais, eh bien, par conséquent, ils votent à gauche peut-être à des élections politiques, et ils votent aux élections municipales. Je crois qu'aussi beaucoup de gens de gauche votent pour moi, même des communistes. Du reste, même la clientèle communiste avoue que, à part 6% qui sont hostiles, tous les autres disent, ben oui, c'est pas mal, ou d'autres, c'est assez bien. La succession de Louis Pradel promet d'être difficile. 2 héritiers sont déjà pressentis pour mener la liste apolitique aux prochaines élections municipales. Il s'agit de messieurs Francisque Collomb et Jacques Soustelle. Mais on peut penser que la liste va s'allonger. Ce siège est en effet important, ne serait-ce que par l'influence politique attribuée à celui qui l'occupe. La bataille pour la mairie de Lyon devrait donc être vive. Louis Pradel sera inhumé mardi dans un petit village du Beaujolais. Après une cérémonie religieuse à Lyon, les Lyonnais pourront saluer la dépouille de leur mère qui sera exposée dès demain à l'hôtel de ville. Les messages de condoléances et de sympathie parvenus au domicile de Mme Pradel sont innombrables, des personnalités lyonnaises, des parlementaires, des membres du gouvernement ou d'autres maires de grandes villes comme Gaston Defferre, le Premier ministre et aussi Valéry Giscard d'Estaing qui a adressé ce télégramme de condoléances à Mme Pradel. Avec Louis Pradel, Lyon vient de perdre une figure exceptionnelle. Je veux rendre hommage et témoignage à sa passion exclusive pour sa ville. À Vichy, au 75e congrès du Parti radical, on a beaucoup parlé aujourd'hui, assez curieusement d'ailleurs, du prochain rassemblement gaulliste de Jacques Chirac, le 5 décembre, à la porte de Versailles. Et certains radicaux se sentent assez attirés par le dynamisme de l'ancien Premier ministre, en espérant peut-être que son action aura quelques prolongements électoraux. D'autres, comme Michel Durafour, entendent bien que le Congrès réaffirme son soutien au chef de l'État. C'est la raison pour laquelle on va prêter jusqu'à demain une grande attention au discours des ténors, Durafour, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Perronnet et quelques autres qui sont censés refléter l'opinion de la base. La deuxième journée du Congrès radical ici à Vichy n'aura pas connu l'affrontement pourtant prévu entre adversaires et partisans d'un rapprochement avec le rassemblement de Jacques Chirac. Tous les orateurs ont insisté sur le fait que cette hypothèse n'était pas à l'ordre du jour, puisqu'on ne connaît pas encore le programme sur lequel s'appuiera ce rassemblement de l'ancien Premier ministre. Il n'empêche que certains dans les couloirs regrettaient à voix haute que le Congrès radical ait eu lieu avant les assises UDR de la semaine prochaine. On envisage même ici l'éventualité d'un congrès exceptionnel au mois de janvier pour discuter de ce problème particulier. Alors le congrès de Vichy ressemble à un congrès de transition, un congrès d'attente. Les radicaux resteront quelque temps encore écartelés entre la tentation Chirac et la volonté exprimée aujourd'hui par Michel Durafour de renforcer la majorité présidentielle autour de Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit pour nous, radicaux, d'être à l'avant-garde de la réforme. Que cette majorité, à l'image de la démocratie, soit pluraliste, qui s'en étonnerait, dès lors que ce n'est pas un handicap, mais au contraire une richesse. Oui, la majorité, c'est-à-dire le rassemblement autour du président de la République, est nécessairement pluraliste. Sinon, il n'y a pas de majorité et il n'y a pas de rassemblement. Deux morts en Irlande ce matin, mais qui y prête encore attention après ces années de drame permanent? Si, tout de même, l'opinion publique britannique reste sensible au chaos qui secoue sa province du Nord, et aujourd'hui, des Anglaises sont venues soutenir des Irlandaises et clamer avec elles dans les rues de Londres qu'elles en avaient assez de voir tomber leurs maris et leurs enfants. Il aura fallu 3 mois à Betty Williams, le leader du mouvement, pour aller des faubourgs de Belfast au cœur de Londres. 3 mois de marches et de meetings en Irlande, en Europe et en Angleterre.
Ce devait être aujourd'hui l'apothéose, ce fut un demi-échec. On attendait 100 000 personnes, il n'était que 10 000. Faute des gros bataillons, il y avait la conviction. Toute religion mêlée. Pour une fois, les personnes affamées de paix supplantaient les fauteurs de troubles. Il reste que ce mouvement de paix, s'il a su élever le ton, n'a pu ramener la paix. Plus de 70 morts depuis la fin de l'été en Irlande du Nord. Une voix, aussi belle soit-elle, ne peut calmer la haine. Ce sont les vannes des cuves de cette cave vinicole à Aléria en Corse appartenant à un rapatrié d'Algérie déjà plastiqué qu'un commando de 10 hommes armés et masqués a ouvert hier en fin d'après-midi. 5000 hectolitres de vin d'une valeur de 5 millions de francs se sont ainsi répandus sur le sol, tandis que les 10 hommes s'enfuyaient. L'attentat a été revendiqué quelques heures plus tard par le Front National de Libération de la Corse, qui entend ainsi lutter contre ce qu'il appelle la colonisation. Premier soviétique à Pékin depuis la mort de Mao Tse-tung. Il s'appelle Leonid Ilitchev, il est vice-ministre des Affaires étrangères. Il est chargé de renouer avec les Chinois les négociations sur les tracés de frontières interrompues il y a 1 an et demi. Est-ce l'amorce d'un rapprochement? Sans doute faut-il y voir plutôt la reprise d'une partie diplomatique très serrée qui se joue entre les soviétiques, les Chinois et les Américains. Russes et Chinois essaieraient de modifier le jeu en leur faveur avant que le président Carter ne s'asseye à la table. Avec l'arrivée de Carter à la Maison-Blanche, on croyait Kissinger bon pour la retraite, eh bien apparemment pas du tout. Même s'ils n'ont pas toujours les mêmes idées sur la diplomatie américaine, les deux hommes se tapent sur l'épaule et se donnent du cher ami. Bien mieux, le nouveau président vient d'annoncer qu'il n'hésitera pas à consulter le secrétaire d'État sortant quand il le faudra. Il envisage même de faire appel à Dear Henry pour lui confier certaines missions diplomatiques de caractère spécial. Promesse ou simple politesse? Regardez l'inconscience de ces jeunes gens courant devant des bolides en pleine course. Ce genre d'imprudence a failli coûter la vie à 7 spectateurs du rallye automobile de Grande-Bretagne, fauchés dans un virage par l'un des concurrents qui avait perdu le contrôle de sa voiture. 2 des blessés ont été grièvement touchés à la tête et ont dû être hospitalisés. À signaler également l'accident et l'abandon du grand favori du rallye, le Finlandais Mäkinen, 3 fois vainqueur de l'épreuve. Du monde entier, vraiment du monde entier, parviennent maintenant les secours aux victimes du tremblement de terre de Turquie. Tremblement de terre qui a fait, vous le savez, au moins 6000 morts et qui laisse des milliers et des milliers de personnes sans abri. Des milliers d'autres, ou les mêmes, hélas, ont perdu plusieurs membres de leur famille dans cette catastrophe. Les images que nos envoyés spéciaux viennent de ramener de Turquie sont terribles, cruelles. Mais ce sont celles de la vérité et je crois qu'il faut les regarder comme telles. Ont-ils jamais existé, ces 6000 oubliés de l'histoire? On en parle aujourd'hui parce qu'ils sont morts ensemble. De pauvres paysans hébergés dans une région désolée à 5000 km de chez nous. Ce tremblement de terre fait aujourd'hui qu'ils laisseront une trace, les autres n'ont plus qu'à continuer à survivre. Une secousse sismique, 15 secondes, 6000 des leurs disparus. C'est le prix qu'ils ont payé pour avoir eu le triste destin de vivre ici. Des déshérités et pourtant des hommes comme nous, avec une religion. Et des familles entières, comme les nôtres. La terre s'ouvrira une seconde fois sous eux pour recevoir leurs cadavres. Les choses de la vie, ce sont de petites choses. C'est l'impression qu'on a ici à Caldiran, une petite bourgade de 3000 habitants qui compte aujourd'hui 1000 morts, située à 18 km de la frontière iranienne. Des gens qui s'occupent de bétail, des gens qui sont pour la plupart agriculteurs, de pauvres gens qui ont l'habitude des catastrophes. Septembre 75, l'année dernière, 4000 morts ici, toujours pour un tremblement de terre. En 49, 40 000 morts.
Les soldats, les paysans continuent à déblayer les ruines. Mais le gros des sauveteurs n'est toujours pas arrivé et l'on continue à trouver des cadavres. D'autre part, on est sans nouvelles de plusieurs villages de haute montagne. Là encore, il y aura certainement beaucoup de victimes. L'une avait 15 ans, l'autre avait 13 ans, l'autre avait 9 ans, une 5 ans, une autre 3 ans. En tout, j'ai perdu 8 enfants et la femme de mon fils est grièvement blessée. À quelle heure c'est arrivé? J'ai regardé la montre, je venais de sortir de la mosquée. Il était 2 heures. Tout a été bouleversé. En une seule fois? En une seule fois. Je suis arrivé devant la maison, il y a eu un bruit comme une explosion. Tout est parti d'un côté, puis de l'autre. Il n'y avait plus rien. C'est allé d'un côté, puis de l'autre. Tout a été détruit. À Caldiran, je n'ai vu que les chiens agressifs. Les hommes acceptent parce que c'est le destin et que la fatalité est ici ancestrale. Des tremblements de terre presque chaque année. Pourtant, un premier responsable, l'habitat. Des maisons de terre, des toits faits d'argile et de gros madriers. C'est ce qui les a tués. Mais ils n'ont pas d'autres matériaux pour construire et personne ne leur en procure. Comme personne, dans les instants qui ont suivi la catastrophe, ne leur a procuré de pelles et de pioches pour dégager les leurs ensevelis. Ils les ont entendus gémir puis mourir car ils n'avaient que les mains pour fouiller les décombres. Pour ceux qui restent, la vie s'organise. Les premiers secours ont apporté l'eau, la nourriture, mais on manque de tentes, de couvertures. Et la plupart des survivants sont obligés de passer la nuit dehors, par moins 11 degrés. Des centaines de cadavres, 3 jours après le tremblement de terre, se trouvent encore sous les décombres. Il faut les dégager. Il faut dégager aussi les maigres biens et les derniers souvenirs. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire ici que de chercher et attendre. Hier soir encore, aucune aide officielle n'était parvenue à Caldiran. Au cours de toutes ces scènes difficiles à supporter, parfois naît l'espoir. Une voix, au fond d'un trou, qui répond au sauveteur, celle d'un enfant nullement angoissé. Ibrahim a 11 ans. Il est resté 2 jours et demi coincé dans ces décombres. Malgré le froid, il a survécu. Pour se nourrir, il a mangé la paille de ses moutons morts écrasés dans l'étable à côté de lui. On vient de le sortir, il est indemne. Demain, ce petit garçon de 11 ans ira rejoindre ses camarades survivants pour aller garder d'autres troupeaux. Ces paysans, ces bergers d'Anatolie n'expliqueront sans doute jamais ce qui leur est arrivé. Il leur manque les mots, l'imagination, alors ils sont muets. Il leur restera des souvenirs en attendant de reconstruire sur le même modèle les maisons qui les ont tués hier et qui les abriteront encore demain. Alors que l'Europe, voire le monde entier, en tout cas le monde développé, lutte avec acharnement contre l'inflation qui détruit les économies les plus solides et vide nos porte-monnaies, il y a, pas loin de nous, un petit pays, petit par sa taille mais grand par ses richesses, qui semble nous narguer avec un taux d'inflation annuel d'1% et encore, alors que nous dépassons allègrement 10, d'autres 15 ou 20% par an. Ce pays, c'est la Suisse. La Suisse, jalouse de son autonomie et de sa neutralité en tout domaine, véritable coffre-fort du monde capitaliste. La Suisse qui n'est pas un exemple, car vous allez le voir, son système n'est pas imitable. La Suisse qui est plutôt une exception. Ici à Lausanne, le litre de super vaut 95 centimes. Pour un Français, ça paraît encore assez cher avec le franc suisse à 2 francs français. Mais pour un Suisse, c'est tout différent. Et d'autant plus différent que ce litre de super, il n'a pas augmenté depuis plus de 2 ans. L'essence, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Les voitures, elles sont toutes importées et pourtant, leur prix n'a pas progressé non plus durant la même période. Et si certains produits alimentaires ont connu quelques hausses cette année, les autres prix sont restés dans l'ensemble stables. Et il y a même eu des baisses. C'est le cas des loyers, par exemple. Il faut dire qu'en Suisse, après le boom immobilier, il y a maintenant 80 000 logements vides. Résultat de tout cela, la Suisse détient un record mondial en ce moment, celui de l'inflation la plus faible. Ce qui me semble, c'est plutôt stationnaire, puis ça tente à baisser plutôt. C'est toujours trop cher, de toute façon. Mais vous avez l'impression que les prix ont augmenté plus que les autres années? Non, pas spécialement. C'est plutôt stable. C'est plutôt stable, oui.
Et les chiffres sont là pour le confirmer. Si en France, par exemple, les prix ont augmenté de près de 10% depuis un an, en Suisse, durant la même période, ils n'ont progressé que de 1% seulement. Ce résultat spectaculaire a des causes économiques, bien sûr, mais peut-être avant tout des causes sociales. Il existe en Suisse un réel consensus. Dans ce pays qui connaît très peu de grèves, les syndicats ont accepté de modérer leurs revendications pour que les hausses de salaire n'aggravent pas l'inflation. Ainsi, cette année, les Dans cette situation, la coalition du gouvernement est obligée de trouver des solutions. Mais cette modération des syndicats arrange bien les patrons tout de même. Alors, incontestablement, elle arrange tout le monde. Elle les arrange eux comme elle nous arrange nous. Mais la stabilité des salaires n'est pas la seule cause de la modération des prix. D'autres éléments ont joué, et d'abord, la monnaie. Depuis 1971, la valeur du franc suisse s'est appréciée de 60% environ par rapport à l'ensemble des autres devises. Alors bien sûr, toutes les marchandises que la Suisse achète à l'étranger ont vu leur prix baisser. Cette année, les produits importés dans leur ensemble ont connu une baisse de 6%. Et pour l'indice des prix, cela est appréciable, même si c'est parfois une arme à double tranchant. Certainement, pour nous qui exportons la totalité à 1 ou 2% près de notre production, nous nous trouvons confrontés à des grosses difficultés. Néanmoins, et c'est peut-être la chance de certaines de nos entreprises, c'est que nos spécialités nous permettent tout de même d'avoir des marges qui supportent jusqu'à un certain point ces chocs dus à l'augmentation du coût du franc. Mais la monnaie n'est pas un phénomène isolé, c'est le reflet d'un système et d'une politique économique. La monnaie est forte parce qu'après la récession des années 74-75, le gouvernement helvétique a mené une politique appropriée. Restriction des crédits, faible taux d'intérêt, limitation de la construction et aussi des mesures strictes pour les banques. Alors, une fois de plus, la Suisse a donné confiance à tous les spéculateurs en mal de placement, les capitaux ont afflué et le cours du franc suisse s'est envolé. Reste que si la hausse des prix s'est stabilisée, cela ne veut pas dire que l'économie suisse aille tout à fait bien. Elle nous laisse tout de même un certain sentiment d'inquiétude. Nous avons l'impression, ce n'est d'ailleurs pas nous seuls qui l'avons, qu'on a assisté au cours de l'année 1976 à une relance économique, une relance un tant soit peu en feu de paille. Maintenant, le feu de paille semble s'éteindre, on est de nouveau en face d'une vérité plus crue et plus froide. Mais en matière de hausse des prix, la Suisse, c'est un exemple que d'autres pays pourraient suivre? Écoutez, la recette, nous ne voulons pas être prétentieux. Nous avons certainement bénéficié de toute une série de circonstances. Notre politique est une politique de stabilité, c'est une politique de concordance entre les principales formations politiques. Tout cela aide à la stabilité générale, sans aucun doute. Dernier atout pour la Suisse enfin, si tous les pays qui ont ralenti leur inflation ont vu s'accroître leur chômage, ce n'est pas le cas ici. Actuellement, il n'y a que 13 000 chômeurs. Mais il faut savoir que depuis un an, 100 000 travailleurs étrangers ont quitté la Suisse parce qu'ils n'y trouvaient pas de travail. En quelque sorte, la Suisse a exporté son chômage en renvoyant chez eux ses travailleurs étrangers. Mais peut-on jeter la pierre à un pays dont le 5e des travailleurs sont déjà des immigrés? La Suisse. Je vais vous donner rapidement deux résultats sportifs avant d'en venir à la météo. En rugby, Lourdes a battu Toulouse par 17 points à 10 et en football, pour la 16e journée du championnat, Metz et Nice ont fait match nul à Metz 2-2. Les autres matchs du championnat ont lieu ce soir, à suivre en particulier Bastia-Reims, Nantes-Laval, Sochaux-Lyon, Saint-Étienne-Lens et aussi Lille-Paris-Saint-Germain. Lille-Paris-Saint-Germain, un match que Lille, dernier du classement, ne doit pas perdre. Des échos, bien sûr, de ces matchs dans notre dernier journal. Le temps, donc, il pleuvra demain sur les régions voisines de l'Atlantique et de la Manche. Dans le sud-ouest, le centre, le nord-est, il gèlera au lever du jour. Sur toutes les régions, les brouillards seront souvent denses. Il y aura quelques éclaircies près de la Méditerranée, mais encore de la pluie, en tout cas sur la moitié nord, demain après-midi, mais aussi de belles éclaircies sur la moitié sud de la France. Voilà, avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et tout de suite le rappel des principaux titres de l'actualité. L'adieu. Les Lyonnais en deuil. La traditionnelle incertitude. La tragédie. Un témoignage Antenne 2.
Dernière édition du journal, 23h30.